Bonjour à tous et bienvenue pour cette session de webinaire. On va encore attendre quelques minutes pour que l'ensemble des participants puissent se connecter. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. On va encore attendre peut-être une minute ou deux pour que les autres inscrits se connectent et puis on pourra commencer la présentation. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien.
On va pouvoir démarrer notre webinar donc, qui porte sur le lien entre crédit d'impôt recherche et l'optimisation de la trésorerie avec tout ce qui concerne les bonnes pratiques, tout ce qui concerne la partie demande de remboursement et puis le volet spécifique dédié au financement ou préfinancement du crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation. Donc le webinaire se déroulera en 2 étapes. Il y aura d'abord la partie présentation, puis vous aurez également une partie questions. Donc n'hésitez pas à remonter vos questions au niveau du chat pour qu'on puisse y répondre, donc soit pendant le webinaire à la fin, soit éventuellement par nos experts après le webinaire en fonction du volume de questions. Donc pour cette présentation, il va y avoir 3 parties principales. Donc je ne compte pas la partie présentation d'abord de la société. On va d'abord rappeler rapidement les critères concernant les 2 dispositifs, crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, ce qui les distingue au niveau des critères d'éligibilité et au niveau financier. On va ensuite parler du processus de déclaration sur l'utilisation notamment du crédit d'impôt, pour ensuite s'attarder sur le volet du financement et du préfinancement du crédit d'impôt recherche. Je vais d'abord commencer donc, par vous présenter rapidement la société. Donc Sogedev, on est un cabinet de conseil spécialisé dans le financement public qui a été créé il y a 20 ans, donc avec une équipe pluridisciplinaire, donc notamment une équipe technique d'environ 100 personnes, d'ingénieurs ou docteurs en sciences. Et donc au niveau national, on gère environ 1 millier de clients avec un siège qui est établi à Issy-les-Moulineaux. Et puis des agences donc à Lyon, à Nantes, à Aix-en-Provence, Toulouse et plus récemment à Lille. Donc notre cabinet est partenaire d'un certain nombre d'associations, également on est référencé donc cabinet de conseil en crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on suit les bonnes pratiques, on suit un référentiel qui a été mis en place en collaboration avec le médiateur des entreprises, les cabinets de conseil et puis les entreprises déclarantes. Donc voilà, qui est un gage en fait de confiance pour les sociétés qui déclarent du crédit d'impôt recherche ou du crédit d'impôt innovation. On a 3 domaines d'intervention principaux. Le premier, le plus connu, donc c'est le financement de projets en lien avec la recherche et l'innovation. Donc ça va être tout ce qui concerne les dispositifs fiscaux de crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, le statut de jeune entreprise innovante. On a également les aides à l'innovation de la BPI ou de la région. Donc voilà, ça c'est notre domaine d'activité principal. On a également le financement public pour le développement à l'international, donc avec tout ce qui concerne les aides à l'export, les aides territoriales, les assurances prospection. Et puis le dernier volet, donc c'est le financement pour les investissements, donc pour des achats de matériel ou pour du recrutement. Donc la première partie de ce webinaire, ça va être un rappel général sur les 2 dispositifs crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, notamment les critères d'éligibilité technique qui permettent de bénéficier de ces dispositifs. Et puis on parlera ensuite du volet financier, ce qui les rassemble et ce qui les distingue. Donc d'abord, pour le crédit d'impôt recherche, assez rapidement, le crédit d'impôt recherche a pour objectif de valoriser des projets qui ont vocation à résoudre des problématiques scientifiques ou techniques qui n'ont pas de solution évidente dans la littérature, dans ce qu'on appelle l'état de l'art, donc l'état des connaissances disponibles au début des travaux. Et ce projet vise à faire progresser l'état des connaissances justement dans un domaine particulier. Voilà, il faut savoir que les critères d'éligibilité du crédit d'impôt recherche, tels que listés dans le bulletin officiel des impôts, sont basés sur le manuel de Frascati avec notamment 4 critères indispensables, donc qui sont listés en bas de slide.
avec la nouveauté, la créativité, un élément d'incertitude, l'aspect systématique et l'aspect transférable et ou reproductible. Donc à bien distinguer, voilà, la partie R&D au sens du CIR de l'ingénierie classique entre guillemets, où par exemple on va traiter des problématiques qui peuvent avoir des solutions dans la littérature. Voilà, on sera plus sur de l'ingénierie, potentiellement du crédit d'impôt innovation, mais pas sur de la R&D au sens du CIR. Au niveau du crédit d'impôt innovation, donc, alors que sur le CIR, on était axé sur le volet des connaissances, la résolution d'une problématique et un apport de connaissances. Au niveau du crédit d'impôt innovation, on va s'occuper de l'aspect marché. Donc le crédit d'impôt innovation, lui, vise à valoriser des projets qui ont permis de développer un produit nouveau sur le marché. Donc nouveau sur le marché, c'est-à-dire qui présente des performances supérieures par rapport aux produits existants sur le marché, par rapport à la concurrence. Donc on a quatre aspects qui permettent d'établir cette différenciation. C'est sur le volet technique, sur le volet de l'ergonomie, l'éco-conception ou au niveau des fonctionnalités. Ce qui est important de noter, c'est que les projets qui peuvent être valorisés, c'est uniquement les innovations de biens corporels ou incorporels. Donc tout ce qui concerne les innovations en termes de procédés, d'organisation ou de services notamment, ne pourront pas être valorisés au titre du crédit d'impôt innovation. Et pareillement, si on a un produit qui est nouveau à l'échelle de l'entreprise, mais pas à l'échelle du marché, on ne pourra pas le valoriser au titre du crédit d'impôt innovation. Ensuite, sur le volet financier, c'est-à-dire quels sont les postes de dépenses éligibles pour ces deux dispositifs. Bon, il faut savoir qu'il y a pas mal d'éléments qui sont similaires, étant donné que le crédit d'impôt innovation est une sous-catégorie du CIR, qui a été créé il y a un peu moins de 10 ans. Donc on a notamment les dépenses de personnel, c'est-à-dire les salaires bruts chargés au prorata du taux d'affectation des personnes qui ont travaillé sur le projet, le matériel sous la forme des amortissements annuels de ce qui a pu être utilisé directement dans le cadre du projet de recherche ou d'innovation, les frais de sous-traitance, à partir du moment où ces sous-traitants sont agréés crédit d'impôt innovation ou crédit d'impôt recherche, ou les deux. On va avoir les frais également de propriété intellectuelle, donc tout ce qui concerne les brevets notamment, donc soit le dépôt, la maintenance ou la défense. Et puis, bien entendu, dans la mesure où un même projet ne peut pas être valorisé par deux aides en simultané, on va devoir, si on fait du crédit d'impôt recherche sur un projet qui a été valorisé déjà par une aide, on va devoir retraiter cette aide-là de l'assiette au moment du calcul du crédit d'impôt. Quelques différences quand même entre les deux dispositifs au niveau des dépenses éligibles. On a déjà au niveau du crédit d'impôt innovation sur le volet de la propriété intellectuelle, la valorisation de dépôt et de dessin, le dépôt de dessin et de modèle. Et au niveau du crédit d'impôt recherche, on a les frais de normalisation, de veille technologique et aussi un cas particulier au niveau des dépenses de personnel avec le statut particulier de jeune docteur. Donc au niveau financier toujours, au niveau de l'assiette des dépenses, pour le calcul du crédit d'impôt, on a un taux de 30% pour le crédit d'impôt recherche et de 20% pour le crédit d'impôt innovation, sachant que le CIR n'est pas plafonné, contrairement au C2I qui est plafonné à 400 000 € de dépenses. Donc le panneau d'attention là que j'ai mis pour le volet C2I, c'est que les informations que je vous ai données sont valables jusqu'au crédit d'impôt innovation 2022, à compter des dépenses de 2023, c'est-à-dire pour les crédits d'impôt qui seront déclarés, crédits d'impôt innovation qui seront déclarés en 2024. Il y a un changement avec la suppression des frais de fonctionnement pour le personnel, qui était de 43%, mais l'augmentation du taux du crédit d'impôt innovation qui passe de 20 à 30%. Donc, ce qui fait que jusqu'alors, le montant max de crédit d'impôt innovation était de 80 000 €, il va passer à 120 000 €. Donc ça peut avoir un intérêt pour vous si vous atteignez le plafond des dépenses C2I ces dernières années. À noter un point très important aussi, c'est que le crédit d'impôt innovation, il est réservé uniquement aux entreprises qui bénéficient du statut PME au sens européen, contrairement au crédit d'impôt recherche. On va désormais aborder le thème de l'utilisation du crédit d'impôt recherche.
voilà, comme vous le savez, le crédit d'impôt recherche-innovation, il est calculé sur voilà, des exercices passés. Donc là, par exemple, les entreprises qui clôturent au 31/12 sont en train de déterminer le crédit d'impôt recherche ou innovation de 2022. Et donc, il y a plusieurs utilisations possibles en fonction du statut de la société déjà, et puis en fonction surtout de la situation financière à la clôture de l'exercice. L'utilisation première du crédit d'impôt, sa vocation initiale, c'est l'imputation sur l'impôt sur les sociétés. Donc, si une entreprise est bénéficiaire et que voilà, il y a toujours du bénéfice après imputation du report à nouveau, etc. L'utilisation première du crédit d'impôt, ça sera une imputation sur l'IS, soit pour supprimer complètement l'IS, soit pour le réduire en tout cas. La deuxième utilisation, celle qui va nous intéresser principalement lors de cette présentation, c'est le remboursement. Donc si par exemple la société n'a pas d'IS ou s'il existe un reliquat de crédit d'impôt après l'imputation initiale du crédit d'impôt. Donc là, on va distinguer deux cas en fonction du statut de la société. Si la société est une PME, une jeune entreprise innovante, une entreprise nouvelle, donc c'est-à-dire créée il y a moins de 4 ans, ou si la société fait l'objet d'une procédure collective, donc par exemple un redressement judiciaire ou une liquidation éventuellement, elle peut prétendre au remboursement immédiat. Donc c'est-à-dire que lorsqu'elle va déclarer son crédit d'impôt, elle pourra télédéclarer en même temps le formulaire 2573 de demande de remboursement du crédit d'impôt. À ce moment-là, on observe un délai moyen de remboursement de 4 à 6 mois après la déclaration. Sachant qu'il y a eu ces derniers temps le cas Covid particulier qui a permis de bénéficier d'un remboursement très rapide. Là, on a fait, depuis l'an dernier, on observe un retour à la normale au niveau des délais de remboursement, donc qui sont voilà, plutôt entre 4 et 6 mois après la déclaration, sachant que ces délais sont très variables, qui vont dépendre par exemple du SIE, du nombre de déclarations que doit gérer le SIE, du montant déclaré et peut-être même aussi de la typologie de projets qui sont déclarés par l'entreprise. Et sinon, l'autre cas, donc le cas classique en fait, donc pour notamment les ETI, les grands comptes, c'est le remboursement au bout de 3 ans ou bien la mobilisation auprès d'un établissement bancaire. On va revenir sur ce point en particulier par la suite. Et donc, il y a la possibilité, donc pour ces entreprises notamment, qui doivent attendre 3 ans, de faire financer la créance. Donc, soit le préfinancement lorsqu'il s'agit d'une créance en germe, c'est-à-dire qui n'a pas encore été déclarée, soit la mobilisation si on a déjà un formulaire 2069A qui a été télédéclaré. On va aborder maintenant le thème des bonnes pratiques pour le remboursement du crédit d'impôt recherche et pour voilà, mettre toutes les chances de son côté lors de la déclaration d'un crédit d'impôt pour bénéficier le plus rapidement possible du remboursement. D'abord, les bonnes pratiques en amont. Donc bien sûr, la première étape, ça va être de bien valider l'éligibilité des projets, donc au niveau des travaux, etc., etc. Donc sur le volet CIR, le volet C2I, pour être certain que les projets qui ont été déclarés et valorisés sont bien sécurisés et sont bien éligibles. Donc ça, c'est le premier point. Au niveau administratif et financier, l'objectif, ça va être d'avoir un calcul qui soit le plus précis possible et surtout avec l'ensemble de la justification nécessaire. Donc par exemple, ça va être voilà, le fait de recenser, d'historiser l'ensemble des feuilles de temps pour les personnes qui ont travaillé sur le projet et en fonction des différents projets. D'avoir historisé aussi les factures de sous-traitance et puis l'ensemble des livrables qui ont pu être produits par vos sous-traitants dans le cadre de l'opération de recherche ou d'innovation. Les CV, les diplômes, etc. Ça, on se rend compte que ça peut être un point bloquant parfois au moment des contrôles fiscaux, des demandes d'information, de récupérer justement les diplômes de personnes qui ont pu quitter la société depuis la déclaration. Et tout ce qui concerne les justificatifs comptables, etc., etc. Et bien sûr, l'autre point, c'est la réalisation au fil de l'eau, l'anticipation sur la rédaction du dossier technique avec voilà,
l'enjeu de consigner au fur et à mesure les travaux, tout ce qui a pu être produit par les équipes techniques en lien avec les projets. Ensuite, on va voir les bonnes pratiques, on va dire après la déclaration, donc c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire pour s'assurer que déjà la procédure est bien en cours et que tous les éléments ont bien été envoyés. Donc ça va être déjà la bonne réception, s'assurer que le SIE a bien reçu l'ensemble des informations lors de la télédéclaration, donc c'est-à-dire l'alias fiscal et les différents formulaires nécessaires, donc notamment la 2069A, la 2573 si vous demandez le remboursement, le relevé de solde IS, etc., etc. Donc s'assurer auprès de l'administration que tout a bien été reçu et que ça va être traité dans les temps. Et ne pas hésiter voilà, à relancer régulièrement les impôts à ce sujet. On se rend compte de notre expérience, nous, SOGEDEV, qu'il y a souvent des problèmes, des bugs justement au moment de la déclaration avec parfois des formulaires manquants, etc. Et voilà, donc l'administration qui nous apprend 1 mois, parfois 2 mois plus tard que la demande ne peut pas être traitée parce qu'il y a des éléments qui n'ont pas été envoyés et qui sont nécessaires au traitement. Voilà, quelques informations sur la droite de la slide, sur les modalités pour contacter justement un inspecteur fiscal, etc., qui traite de votre demande. Maintenant, en ce qui concerne alors je reviens sur un dernier point. Comme vous le savez, après la déclaration, la société peut faire l'objet donc soit d'un contrôle fiscal, soit d'une demande d'information, soit de rien du tout. Nous, au niveau des dernières statistiques qu'on a, au niveau de SOGEDEV, on a à peu près un dossier sur 2 qui part en demande d'information, c'est-à-dire que les impôts reviennent vers l'entreprise pour lui demander les justificatifs, sachant que les justificatifs demande d'infos ou contrôles fiscaux sont globalement les mêmes, donc avec notamment les justificatifs financiers, donc les détails des bulletins de paie, les feuilles de temps, les CV, les diplômes, etc., les détails des calculs, les justificatifs administratifs, voilà, justifiés notamment du critère PME, et puis surtout le justificatif technique, donc la description détaillée des projets de recherche et d'innovation, donc qui ont été formalisés notamment avec l'aide de votre consultant. Et forcément, plus la société sera réactive lors de la demande d'information, plus vite les impôts bénéficieront justement de ces justificatifs, pourront les traiter, les examiner et ensuite procéder au remboursement du crédit d'impôt. Donc voilà, forcément, plus on anticipe sur ce volet, plus rapidement on pourra être à même de répondre aux exigences des impôts et plus rapidement ils pourront procéder au remboursement. Maintenant, on va aborder donc tout ce qui concerne la partie financement et préfinancement du crédit d'impôt recherche. Donc concrètement, comment on va pouvoir optimiser autant que possible les délais pour bénéficier du remboursement et donc générer de la trésorerie rapidement pour les entreprises qui en ont besoin. On va distinguer donc 2 cas. D'abord le crédit d'impôt recherche qui est déjà constitué, c'est-à-dire que la société a déjà déposé ses formulaires de déclaration et donc l'entreprise dispose d'une créance sur l'État. Dans ces cas-là, la société pourra bénéficier d'une mobilisation de cette créance par le biais d'un organisme financeur. Et cela implique notamment donc la déclaration d'un CERFA, donc le 2574, de cession de créance en fait à l'organisme financeur. Donc ça permet d'obtenir les fonds rapidement sans attendre le versement du SIE. L'autre cas, c'est pour les crédits d'impôt recherche en germe, c'est-à-dire que la société n'a pas encore déclaré ce crédit d'impôt recherche. Donc là, ça pourrait être par exemple un crédit d'impôt recherche 2023. Donc cette créance, le préfinancement de la créance permet justement de bénéficier encore plus tôt de l'avance de trésorerie sur les dépenses de R&D associées. Donc par exemple, c'est le cas que j'évoquais, il est possible aujourd'hui de préfinancer un crédit d'impôt recherche 2023 dès début 2023. Donc voilà, il va être basé sur les estimations de dépenses de R&D éligibles et sur le crédit d'impôt recherche précédent. En ce qui concerne plutôt les acteurs du préfinancement du CIR, il y a une assez large palette en fait d'acteurs du préfinancement, parce qu'en fait c'est des acteurs qui vont vous prêter en fait une avance de trésorerie sous certaines conditions. Vous allez voir que
Ces conditions sont assez similaires en fonction des différents acteurs. Donc le premier acteur, c'est les établissements bancaires. Donc tout simplement, vous renseigner auprès de votre banque, la banque de votre société, pour savoir justement si ce type de préfinancement peut être envisagé et sous quelles conditions. Donc on a notamment la BRED qui réalise ce genre d'opération, et il y a quelques informations sur leur site à ce sujet. On a surtout comme vraiment organisme institutionnel sur ce volet, donc le volet du préfinancement, avec son outil, le Préficir, c'est Neftis. Alors Neftis, c'est uniquement, donc au niveau des conditions, pour les crédits d'impôt qui sont supérieurs à 100 000 € sur l'année considérée. Bien sûr, les conditions au niveau de la santé financière, etc., il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, pour pas qu'il y ait d'imputation, pas de procédure collective et une continuité d'exploitation sur les dernières années. Il faut aussi que le crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation considéré voit au moins 80% de son montant qui soit validé par un expert externe. Donc en fait, c'est une société spécialisée justement dans le financement de l'innovation qui va être mandatée par Neftis pour évaluer l'éligibilité des dépenses du projet, etc. Donc, par exemple, Sogedev. Le montant avancé, c'est voilà, jusqu'à 92,5% du montant de la créance en fonction du montant déposé, en fonction surtout de la période à laquelle vous visez le remboursement. Il faut savoir aussi que ce préfinancement a un coût avec donc 4,25% au niveau du prêt par an, plus le Ribor, donc sachant que là les taux actuels ont pas mal augmenté. Je crois qu'on est actuellement à un peu plus de 3% là pour le Ribor à 6 mois en février. On a également donc BPI France. Alors ça concerne uniquement les sociétés non PME, donc les ETI et les grandes entreprises qui sont assujetties à l'IS pour un montant de plus de 30 000 € et un montant maximum avancé de 80%. Et ça va être lié au domaine de la R&D qui est réalisé par l'entreprise. On a d'autres acteurs qui sont un peu moins connus, un peu moins référencés, mais qui permettent de bénéficier d'avances de trésorerie, donc avec October, Carmen et beaucoup d'autres. Je citerai notamment October, donc qui est partenaire Sogedev EPSA depuis quelques mois. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez avoir plus de détails sur les prestations qu'ils proposent. De mémoire, c'est pour des financements de crédit d'impôt recherche ou innovation qui sont compris entre 30 000 et 100 000 €. Il y a bien sûr des critères sur la santé financière de la société qui vont être examinés. Mais voilà, ça peut être une option intéressante à examiner si jamais voilà, vous avez un montant déclaré qui est inférieur à 100 000 €, parce que du coup, vous ne pouvez pas bénéficier de Neftis ou de BPI France. Donc voilà, n'hésitez pas derrière à nous solliciter si vous souhaitez avoir plus de détails sur les modalités qui sont proposées par ces acteurs-là. Maintenant, je vais vous parler un peu plus précisément du process qui est proposé par Neftis pour bénéficier donc de leur préficien justement. Donc il faut savoir que c'est assez automatisé comme processus. Donc l'entreprise va en fait réaliser une bonne partie des étapes de son côté avec un dossier en ligne qui va être validé assez rapidement par Neftis et qui va être ensuite soumis justement à un prestataire externe, un expert justement, par exemple Sogedev, pour justement valider au niveau avec un audit technique financier l'éligibilité du montant de la créance qui a été déclarée et du projet qui est associé. Donc ça passe par une mise en relation entre l'expert, donc par exemple Sogedev avec le client, un audit technique et financier, la formalisation d'un rapport d'audit et puis la transmission des informations à Neftis, sachant que voilà, il peut y avoir au niveau de la validation des dépenses et du projet, il peut y avoir 3 catégories, donc soit la validation à 100%, donc éligible sans remarque, soit la validation à 100% mais avec des remarques, c'est-à-dire des éléments qui devront être consolidés ou fournis pour sécuriser. Et puis le troisième cas, donc c'est soit c'est non éligible, soit c'est éligible, mais il manque les argumentaires. Donc voilà, on conseille
la non-validation du montant. Euh, Ensuite, signature et déblocage des fonds et remboursement de la créance au client. Donc il faut savoir que voilà, le préfinancement est versé donc dans les 40 à 72 heures après la remise du rapport d'audit et de la signature électronique des contrats. Pour vous donner un ordre d'idée peut-être un peu plus précis, la moyenne au niveau des délais de traitement entre la sollicitation de Neftis et l'obtention de la créance, c'est à peu près 5 semaines. Le bilan donc sur les modalités de financement, de préfinancement. Donc c'est un dispositif qui est important, qui peut être très important pour les entreprises qui ont des besoins urgents de trésorerie, surtout quand on part du principe qu'il y a une incertitude importante sur le délai de remboursement après déclaration, même quand on est PME. Donc parfois ça prend 2 mois, mais voilà, on a des cas actuels de déclarations qui ont été faits en mai 2022 qui n'ont toujours pas été remboursés. Donc voilà, ça peut prendre 6 mois, 8 mois parfois. Donc voilà, ça permet ce gain de trésorerie quelques jours ou quelques semaines contre quelques mois, voire plusieurs années pour les sociétés qui ne sont pas PME par exemple et qui n'ont pas d'IS. Il faut savoir aussi que c'est un recours qui a un coût, donc il faut prendre en compte lors de la stratégie justement de déclaration et de mobilisation ou de préfinancement, et que ce dispositif nécessite bien sûr une organisation en amont et le recueil de pas mal d'informations, notamment avec l'audit qui est réalisé, que vous allez retrouver dans la plupart des cas, que ce soit auprès de PPI, de Neftis, etc., et qui va nécessiter, donc dans la plupart des cas, la préparation en amont de l'ensemble des justificatifs. Et la plupart du temps, c'est un petit peu les mêmes que ceux qui sont demandés dans le cadre d'une demande d'information ou d'un contrôle fiscal, peut-être de façon un peu plus succincte. Parce que forcément, il y a la nécessité pour Neftis, pour le cabinet qui va se positionner, d'évaluer l'éligibilité des dépenses et l'éligibilité des projets pour avoir une notion de risque, tout simplement. Donc, nos conseils donc, concernant voilà, le financement, le préfinancement de manière générale, voilà, se renseigner auprès des acteurs que vous connaissez déjà, donc notamment votre banque et peut-être d'autres organismes comme Neftis, October, etc., pour déterminer de façon précise les conditions d'accès. Il faut savoir que Neftis propose un simulateur sur son site qui permet déjà de déterminer le montant auquel vous pourriez prétendre si vous savez déjà quel est le montant de tir que vous allez déclarer et quand est-ce que vous pensez pouvoir être remboursé. Vous avez déjà quelques infos sur les taux d'intérêt, les montants minimums, etc. Mais voilà, il peut y avoir des cas qui évoluent en fonction des montants déclarés, etc., etc. Et bien sûr, voilà, l'autre info qui rejoint celle que je viens de vous citer, l'anticipation. Plus vous saurez anticiper sur la préparation des éléments qui pourront être demandés, plus rapidement vous pourrez les fournir en cas de demande de financement ou de préfinancement, et plus rapidement vous pourrez bénéficier de ce gain de trésorerie. Et bien écoutez, on a fini pour cette présentation donc sur le crédit d'impôt recherche et son préfinancement. J'aborde dès à présent, donc pour ceux qui pourraient être intéressés, le prochain webinaire qui aura lieu. Donc dans un mois exactement, le jeudi 16 mars à 11 heures, donc sur le thème du cumul des aides à l'innovation, donc crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, le statut jeune entreprise innovante, et puis les aides BPI. Donc voilà, vous aurez toutes les informations sur les modalités de cumul de ces aides. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Au niveau de la présentation qui vient d'être réalisée, vous recevrez la synthèse PDF et le replay vidéo par mail. Et n'hésitez pas à envoyer vos questions si vous en avez sur la présentation qui vient d'être faite. On essaiera de répondre au plus possible et si on n'a pas eu le temps, on reviendra vers vous par mail pour soit avec un expert, soit autrement, pour vous fournir les réponses dont vous aurez besoin. Voilà, écoutez, je vous remercie à tous pour votre attention. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vous liste également mes coordonnées si vous en avez besoin. Alors, donc il y a
Une question, peut-on faire encore une demande pour 2022 aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il s'agit d'une demande de crédit d'impôt recherche? Parce que dans ce cas-là, j'ai envie de dire, de toute façon, si la société clôture au 31/12, elle est largement dans les temps, parce qu'on aura les sociétés ont jusqu'au 15 mai pour télédéclarer l'alias 2022 et donc le crédit d'impôt recherche associé. S'il s'agit spécifiquement du préfinancement, et ben là, on sera sur effectivement sur alors, soit vous avez déjà déclaré, ce qui est possible. Dans ce cas, on sera peut-être sur une mobilisation, parce que la créance est déjà constatée. Soit, si vous n'avez pas encore déclaré, on sera sur du préfinancement, parce qu'on aura un crédit d'impôt qui est en germe. Donc, ça dépend. Voilà, je ne sais pas s'il y a possibilité de préciser la question. Alors, en tout cas, pour revenir sur les modalités de déclaration, je précise pour ceux qui ne sauraient pas, il faut savoir qu'on a des délais de prescription pour les crédits d'impôt au niveau fiscal qui sont de 3 ans. Donc en fait, aujourd'hui, si votre société faisait de la recherche et de l'innovation, elle a la possibilité de déclarer des crédits d'impôt jusqu'en 2020. Donc voilà, si vous avez oublié de déclarer des crédits d'impôt recherche et innovation 2020, 21 et 22, bah là, il sera possible pour la télédéclaration qui va venir de déclarer 3 crédits d'impôt d'un coup. Alors, il y a une question donc sur le délai maximum sous lequel l'administration euh, doit traiter une demande de remboursement de crédit d'impôt recherche. Ça, c'est une question intéressante. Effectivement, il y a une législation là-dessus, c'est-à-dire que les impôts ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent à partir du moment où une société a déclaré un crédit d'impôt. Et donc la législation mentionne le délai de 6 mois, c'est-à-dire que les impôts sont tenus de procéder au remboursement du crédit d'impôt constaté 6 mois après la déclaration qui a été réalisée par la société. D'ailleurs, cette législation a été confirmée par le Conseil d'État par une décision qui est assez récente, qui date de mai 2021, et qui a d'ailleurs reconnu le droit aux sociétés qui justement n'ont pas pu bénéficier de ce remboursement sous 6 mois, le droit à prétendre à des intérêts moratoires qui sont calculés donc à 0,2% par mois de retard en plus de l'intérêt légal. Donc voilà, il faut savoir que si par exemple vous avez déclaré un CIR C2I en 2022, par exemple le 15 mai, que vous n'avez pas eu de réponse et aucun échange avec l'administration jusqu'au 15 novembre et que vous avez bien tout télédéclaré correctement, vous êtes en droit de prétendre à des intérêts moratoires sur la créance qui a été constatée. Voilà, sachant que tout ce qui concerne une demande d'information ou une quelconque question de la part de l'administration, ça interrompt le délai. Donc, si vous avez reçu des courriers dans ce délai-là, vous ne pouvez pas prétendre, en tout cas ça met en pause le délai qui permet de déterminer les 6 mois pour bénéficier des intérêts moratoires. Alors, peut-on obtenir un préfinancement la première année d'activité d'une nouvelle société, donc avec aucun historique crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation? Alors, moi, je pars du principe que c'est possible. Après, ça va dépendre vraiment de l'organisme financeur. Euh, Au niveau de Nefty, je préfère pas dire de bêtises. Je ne sais pas s'il y a une condition précise sur ce point en particulier. Est-ce qu'il y a la nécessité parce que c'est vrai que pour le préfinancement, donc pour les crédits d'impôt qui sont en germe, il me semble en tout cas, qu'elle se base en partie sur les crédits d'impôt qui ont été déclarés auparavant. Donc peut-être que c'est une condition quand même, au niveau de Neftis en tout cas, pour le préfinancement. Au niveau de la mobilisation, pour moi, c'est pas un point bloquant. Euh, Après, ça va être voilà, au cas par cas, comment ils vont évaluer en fait la santé financière. Si c'est une nouvelle société, ça j'avoue, je n'ai pas l'information. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les critères principaux, ça va être surtout au niveau technique et financier, c'est-à-dire est-ce que le projet est éligible? Voilà, ça c'est vraiment le point clé. Et est-ce que on a un calcul qui a été établi, pardon,
de façon rigoureuse. Donc, est-ce qu'on a voilà, les bulletins de paie, est-ce qu'on a des feuilles de temps, etc. Donc voilà, ça va dépendre vraiment de l'organisme financeur que vous allez solliciter, et peut-être qu'il y a voilà, des variations et que certains l'accepteront, d'autres non. Voilà, je pense qu'en tout cas pour le préfinancement, donc pour les crédits d'impôt en germe, ça peut être un élément bloquant. Mais pour la mobilisation, je ne pense pas. Voilà, à confirmer, à reconfirmer. Y a-t-il un nombre maximal d'obtention de CIR C2I pour une entreprise donnée sur une période de temps? Non. Non. Une entreprise peut très bien déclarer du crédit d'impôt recherche et innovation ou innovation chaque année. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de nos clients chez Sogelev, où on a des projets voilà, qui sont récurrents, qui sont pluriannuels. Donc non, il n'y a pas de restriction sur le nombre d'obtentions et de déclarations de crédit d'impôt. Voilà, les seuls cas d'aide voilà, qui sont liés à l'innovation, à la recherche, qui sont liés à, on va dire, à l'âge, ça va être notamment le statut de jeune entreprise innovante, voilà, qui est réservé aux entreprises qui ont moins de 8 ans. Mais voilà, on a des entreprises qui peuvent avoir 30 ans, qui déclarent du CIR depuis 30 ans, et ça ne pose pas de souci. Et d'ailleurs, on peut déclarer du CIR et du C2I, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, ça ne pose pas de souci. Ce qui est important, c'est voilà, une bonne différenciation des projets et une bonne justification de l'éligibilité pour chaque projet qui est valorisé. Donc là, il y a une question au niveau de la sous-traitance. C'est vrai qu'on est passé assez rapidement dessus, au niveau des dépenses éligibles. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut que les sous-traitants aient un agrément crédit d'impôt recherche? Alors, en fait, tout dépend. Si votre entreprise déclare du crédit d'impôt innovation avec des opérations de sous-traitance, il faudra que le sous-traitant soit agréé crédit d'impôt innovation pour l'année civile considérée. Si c'est du crédit d'impôt recherche, il faudra que le sous-traitant ait l'agrément crédit d'impôt recherche. Voilà, c'est deux procédures différentes, sachant qu'on peut très bien être agréé à l'un et à l'autre. Donc oui, voilà, il faut que les sous-traitants soient agréés. Il faut savoir qu'il y a un calendrier, enfin que Sogelev accompagne aussi sur ce volet. Il y a un calendrier bien précis à respecter pour les demandes d'agrément. Ça fera peut-être l'objet d'un webinaire d'ailleurs. Par exemple, là je prends l'année 2023. Si vous avez un sous-traitant voilà, qui a participé aux travaux de recherche, par exemple, ou qui participe au projet de recherche de votre entreprise courant 2023, si c'est sa première demande d'agrément crédit d'impôt recherche, il a jusqu'à fin mars là, 2023, donc ça va arriver très vite, pour déposer son dossier. Donc c'est une démarche qui est en ligne, avec où l'objectif c'est de présenter la société et ses capacités de recherche. Donc en général, on présente un projet récent ou en cours de recherche. Si c'est pour un agrément au titre du crédit d'impôt innovation, les sociétés sous-traitantes ont jusqu'au 30 septembre. Et il faut savoir qu'un agrément est valable pour une certaine durée, généralement comprise entre 3 et 5 ans, et que donc à l'issue de ce délai, il faut procéder au renouvellement de l'agrément. Et donc là, les délais ne sont plus les mêmes. Donc le renouvellement pour un agrément CIR, c'est, si je dis pas de bêtises, jusqu'à fin novembre de la dernière année de validité de l'agrément. Et pour le crédit d'impôt innovation, c'est toujours le 30 septembre pour l'année qui suit. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est pas toujours évident justement ce calendrier, surtout qu'il y a eu des changements ces dernières années. Qu'advient-il de l'excédent de crédit d'impôt, en particulier pour le CIR? Donc j'imagine que vous parlez du reliquat de crédit d'impôt une fois l'imputation faite, si vous avez de l'IS. Et ben en fait, c'est traité comme si vous bénéficiez, enfin si vous n'aviez pas d'impôt, en fait, cette créance-là, c'est une créance sur l'État, et vous allez pouvoir bénéficier de son remboursement, de son préfinancement ou de sa mobilisation au même titre que les autres cas où il n'y a pas d'IS du tout. Donc voilà, c'est exactement le même traitement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc ça va dépendre bien sûr aussi de la situation de votre entreprise. Est-ce que votre entreprise est une PME, une jeune entreprise?
une jeune entreprise innovante ou est-ce qu'elle est en situation de difficulté, donc voilà, avec une procédure collective. Dans ce cas-là, elle pourra demander le remboursement immédiat justement de cet excédent. Si c'est pas le cas, il faudra qu'elle attende justement 3 ans, ou alors qu'elle impute sur les prochains crédits d'impôt, enfin les prochains impôts constatés. Voilà, ça va dépendre vraiment de beaucoup de paramètres. Voilà, je crois qu'on arrive au délai. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. Donc soit dans le cadre du chat, elles seront transmises derrière auprès de nos experts. On reviendra vers vous avec nos réponses ou directement à mon mail. Je vous remercie à tous pour votre attention, pour toutes vos questions. Et puis, n'hésitez pas, si voilà, ces formats vous ont plu, à vous inscrire pour le prochain webinaire qui aura lieu dans un mois. Voilà, on a toute une série de webinaires une fois par mois au moins jusqu'à juin. Donc, n'hésitez pas à regarder les thèmes qui pourraient vous intéresser pour vous inscrire et donc voilà, à nous solliciter si vous avez des questions particulières. Merci encore à tous pour votre attention et très bonne journée à tous.